Attention, l'ensemble des médias présents dans cette vidéo est utilisé à titre parodique pour faire une critique plus ou moins objective sur une œuvre appartenant à leurs propriétaires respectifs. Quand on regarde les animés qui sortent chaque saison, on aura toujours les mêmes genres d'animés, que ce soit de la fantasy, des mechas, de la romance, et enfin si tu n'as pas une ou deux séries avec des harems, c'est parce qu'un studio de production a dû fermer. Mais attendez avant de quitter cette vidéo, si pour vous quand je parle d'harem il y a forcément des clichés qui vont vous venir en tête, n'ayant pas envie de tous les citer parce que cette vidéo n'a pas pour but de faire une liste de ces clichés, je prendrai juste comme exemple la tsundere / mon personnage préféré. J'adore ce passage. Ensuite, on peut citer le personnage principal pas intéressant, les filles absolument toutes bonnes et du ecchi à foison. Eh bien, je vais en décevoir plus d'un en parlant d'un animé qui ne se concentre pas sur ce dernier. À un tel point que seuls les connards cyniques, égocentriques et bourrés de mauvaise foi arrivent à le ranger dans la catégorie des harems. Mais premièrement, je fais ce que je veux, et ensuite, elle est amoureuse de lui, elle est amoureuse de lui, elle, c'est sa sœur, donc je sais pas si ça compte. Elle, on n'est pas sûr, et elle s'est résignée. Mais comme cet aspect de l'anime a une part négligeable à côté de l'action, de la science-fiction ou du surnaturel de l'anime, on va dire que c'est moi qui débloque. Ah oui, sinon bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on parle de Maoka Kuku no Raetusei. Alors l'anime commence par un cours d'SVT suivi d'un cours d'historico-géopolitique, cette matière ne doit pas exister, mais comme ça commence à être un peu trop chiant, on sort un méga canon et on explose des bateaux de guerre. Pourquoi des lolis? Parce que c'est des lolis bateaux de guerre. Ok, ça dégage. Donc vous l'avez compris, on va parler de conflits interpays avec des questions profondes sur la gestion d'un pays, sur la corruption, sur la manipulation. Ah bah non, c'est juste un school life. Aurait pu aller vous faire foutre. Mais par contre, l'univers dans lequel évolue l'histoire est lui très bien pensé. À la fin du 21e siècle, la magie est devenue une technologie accessible. Ça change des dragons, des boules de poils ou des bouquins qui te l'apprennent. C'est dans ce cadre que les magiciens suivent des cours dans 9 lycées répartis dans le Japon. Et où on suit les aventures de Tetsuya Shiba et de Miyuki Shiba qui sont scolarisés dans le lycée 1. Mais bien qu'ils soient dans le même lycée, ils ne sont pas ensemble, car les génies dont fait partie Miyuki font partie de la première section, et les rebuts de la deuxième section, dont fait partie Tetsuya. Donc sur ce point, je tiens à féliciter Yukito Kazawa, à qui on doit la série des Monogatari ou encore Nisekoi, pour l'univers dans lequel se déroule Maoka. Mais par contre, il y a dû avoir une panne d'originalité pour la suite de l'histoire. Ok, pardon, je suis personne pour juger. Donc Tetsuya Shiba, que je propose de renommer en The Ultimate Final Boss. Parce que, outre le fait qu'on a un protagoniste qui a franchement de la gueule, il est quand même méga fort. Tu as 10 secondes pour te justifier. Lecture instantanée de la magie ennemie, ninjutsu, utilisation de la magie militaire, sonar intégré, ingénieur concepteur de magie, inventeur de nouvelles magies, régénération instantanée, sniper, meilleur agent militaire du Japon, résistant à la tentation. Une fille est à poil devant moi. Je m'en bats les couilles. Donc si tu veux le regrouper avec d'autres personnages, tu peux le ranger dans la section personnages overcheatés. Je te rappelle que ce personnage fait partie de la section des ratés de son lycée. Et tant qu'on est sur les personnages, pour les personnages masculins, tu as le mec qui nous servira à nous prouver une première fois que tu ne fais pas chier. The Ultimate Final Boss. La figure d'autorité bien badass, le barbare, le mec qui est pas très fort mais qui servira de support dans les MOBA. Après pour la jante féminine, tu as affaire à un véritable défilé de mannequins, tant les personnages féminins sont beaux et gracieux. Non, je ne fais pas partie du fan club des adorateurs de la 2D. Après, si pour toi Grotanmorph est le Pokémon le plus beau, cette photo est pour toi. Et on n'oublie pas l'inévitable Loli, parce que sinon elle manquerait. Et bien que cette jante féminine soit fascinée, voire amoureuse de Tetsuya, Miyuki, la petite sœur incestueuse non chiante / yandere, qui fera aussi instinct de protection de la virginité de Final Boss, fait en sorte que le harem soit bien amputé, en allant jusqu'à reboot Tetsuya pour ne pas qu'il succombe à la tentation. S'il peut se régénérer, autant en profiter. Sans transition parce que j'en ai pas trouvé. Grosse merde. Parlons des bandes son, en commençant par les seiyuu. Pour ce qui est des seiyuu, ils sont plutôt bons dans l'ensemble, surtout celles qui font Mayumi ou Erika, alors que celles qui font Azusa et Honoka méritent un peu plus. Ah non, Azusa a l'immunité Loli, tu peux rien lui dire. Et pour ce qui est des openings, ils sont bons, et les endings sont plutôt jolis. Mais par contre, pour les OST, il y a une explication. Ah ouais, d'accord. Et à ma grande surprise, il y a même un OST en français. C'est assez rare pour être souligné. Je critique mais globalement les OST collent assez bien à l'action ou à l'ambiance de l'histoire en général. Et pour ce qui est de l'histoire, tu peux le séparer en 3 arcs narratifs bien différents. Le premier où Tetsuya et Miyuki rentrent dans le lycée, où on aura une réflexion sur la discrimination entre les magiciens et les non-magiciens, qui est franchement très intéressante, mais qui se conclut d'une façon diplomatique digne d'un discours de campagne présidentielle sans réelle solution à cette discrimination. Enfin, c'est toujours mieux que la façon diplomatique américaine qu'on aura le droit 5 minutes plus tard. We are diplomacy.
PH. Et là, Tetsuya, dans son infinie miséricorde, va laisser à la figure d'autorité bien badass, au bourrin et à sa sœur le droit de taper quelques sous-fifres. Et d'ailleurs, la sœur Miyuki me rappelle étrangement un personnage Disney dans sa façon de se battre. Mais je me souviens plus lequel. Ah oui, c'est bon, je me souviens. Mais bien sûr, cela n'empêchera pas Tetsuya de faire du 1v10 et de poutrer du méchant. Le second est un tournoi interlycée. Parce que comme il y a plusieurs lycées, il faut forcément qu'ils se rencontrent dans un tournoi. Et là, on va découvrir qu'en plus de démanteler des organisations terroristes, Tetsuya est un inventeur de génie découvrant comment faire voler les gens, en nous faisant comprendre que tous ceux qui avaient essayé avant lui étaient juste mauvais de ne pas avoir réussi. À cela, on rajoute que c'est un tacticien sans pareil, et quand son lycée n'est pas sûr de gagner une épreuve, ils font appel à lui, pour aller poutrer un héros de guerre avec son camarade fin stratège et lui aussi inventeur. Rien que ça. Mais comme l'important n'est pas de gagner, mais d'humilier son adversaire... Finish him! Tetsuya, oui. Fatality. Ah oui, et quand il a le temps, il va aussi démanteler la mafia. Headshot. Et pour le troisième arc narratif, c'est le cliché du manque d'inspiration lorsque tu as un univers futuriste et que tu veux une guerre. Comme par hasard, c'est sur les Chinois qu'on tape. Ensuite, que faire quand on veut une bataille futuriste? Allez, je vous aide. Gagner des mechas avant que Final Boss arrive pour résoudre cette guerre à lui tout seul ou presque, en se prenant pour Kali et Osiris à tour de rôle. Quoi? C'est qui Kali et Osiris? Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans The Point Culture sur les dieux des mythologies polythéistes. Je ne suis pas Link the Sun, mais pour ceux qui ne sont pas bons en mythologie ou ceux qui n'auraient jamais joué à Smite, Kali est le dieu de la destruction pour les hindous et Osiris le dieu de la réincarnation dans la mythologie égyptienne. Je vais avoir des problèmes de droit d'auteur, moi. Donc, si vous ne l'avez toujours pas compris, le personnage principal est Tetsuya. Et absolument tout sera fait en sorte pour qu'il soit le plus grand, le plus beau, le plus fort. À se demander s'il ne s'agirait pas d'un prophète en fin de compte. Et sera ensourcé par la multitude de personnages secondaires, que ce soit pour des gains de prestige pour le lycée où les éloges sont logiques et mérités, au simple fait de remplir une fiche de présence, où là par contre c'est légèrement disproportionné. Et tiens, pour ce qui est des personnages secondaires, on en a environ une trentaine. Oui, une trentaine, ce qui, on est bien d'accord, est énorme. Bien que la plupart soient intéressants, leur temps d'apparition est mal géré, comme par exemple ce personnage qu'on nous présente comme étant la sœur d'Hirakawa. Et voilà pendant combien de temps on voit Hirakawa dans l'anime. Ou encore le fait qu'une fois un arc narratif terminé, les personnages secondaires de celui-ci sont presque complètement oubliés. C'est vraiment dommage. Même Tetsuya, on ne sait presque rien de son passé, et pourtant on sent qu'il y a quelque chose sous cette surpuissance. Le seul moment où son passé est un peu développé, c'est une malheureuse seconde lors de l'épisode 9 et dans l'opening, pour te mettre encore plus la rage qu'il ne soit pas développé et de te donner envie de crier au scandale. Remboursé! Et c'est là l'une des nombreuses intrigues qui ne sera pas résolue à la fin de l'anime, comme la présence du clan des 10. Pourquoi les relations entre Tetsuya Miyuki et le reste de leur famille sont-elles aussi tendues, surtout avec leur mère et leur tante? Pourquoi est-ce que Tetsuya est toujours au bon endroit au bon moment? Ah oui, parce qu'il sera toujours là où il doit être, même si parfois ça devient incohérent. Exemple. Qu'est-ce que tu fous là? Et en parlant d'incohérence, il y en a plusieurs, comme les explications sur la magie de régénération de Tetsuya. Sa magie de régénération absorbe la douleur qui a causé la mort d'une autre personne pour pouvoir le régénérer ensuite. Que Tetsuya puisse absorber la douleur mortelle d'une personne. Si on se dit qu'il est plus résistant physiquement, ça passe. Mais comment on explique qu'il puisse absorber cette douleur sur deux personnes, puis sur un bataillon entier, et ça sans broncher? Alors là, ma théorie, c'est que ce mec a la résistance à la souffrance équivalente à celle d'un putain de titan. Non, pas cela. Plutôt cela, oui. Et tiens, la magie, qui nous est présentée comme quelque chose de physiquement réalisable, et par conséquent, on s'efforce de nous expliquer comment cela fonctionne. Mais oh putain que c'est incompréhensible, même Einstein ou Newton se diraient « Mais de quoi il parle ?» Ils inventent même des termes, c'est comme si tu expliquais à un collégien la thermodynamique sans lui expliquer ce qu'est l'entropie ou l'enthalpie. Sincèrement, lorsqu'il te donne des explications sur la magie, tu comprends ça. Je l'ai rendu hors d'état de nuire en lui envoyant une pomme de pain sur la fesse gauche à une vitesse proche de celle du son, ce qui a eu pour effet de lui percer le tympan droit, ce qui a troublé son oreille interne et qui l'empêche donc de combattre maintenant. Des questions? Mais de quoi il parle? Je sais pas, dis rien sinon il va nous réexpliquer. Après tout ce que je viens de dire sur cet animé, vous pouvez imaginer mon point de vue.
J'ai adoré. Alors oui, je comprends leur explication sur la magie autant qu'un cours de maths. Oui, je suis frustré qu'il manque des explications importantes du scénario dans les 26 épisodes de cet animé. Je suis tout autant frustré que les personnages ne sont quasiment pas développés. Mais la version de la magie dans cet animé est fascinante. Les personnages en général sont intéressants à suivre. Pour ce qui est de la forme, c'est relativement beau. Les bandes son sont bonnes. Les combats et les scènes d'action sont vraiment bien foutus. Le personnage principal pète la classe. Et d'un point de vue purement subjectif, je préfère les personnages principaux fascinants aux personnages dits réalistes à qui on est censé s'identifier. Attention, cette image ne veut pas dire que Fairy Tail est meilleur qu'Evangelion. Faut pas exagérer quand même. Et donc j'adore le personnage de Tetsuya. Et très franchement, ce serait l'un des animés harem que j'irais jusqu'à fortement conseiller de regarder. Parce que ce n'est pas un harem où il y a du ecchi qui te coupe dans l'action pour te montrer des boobies. Je crois pas que Fairy Tail ce soit un ecchi. Ah ouais, quand même. Mais non, Fairy Tail, c'est pas ecchi. En plus, si tu connais Durarara, tu as déjà pu voir des personnages de Mahuka. Enfin bref, si je devais décrire Mahuka en un seul mot, ce serait cool. Tu peux facilement regarder 6 ou 7 épisodes en une soirée sans problème, et pas voir le temps passer. Tiens, en fait, quelle heure il est? Oh putain. Voilà qui conclut ma critique sur Mahoka Kuku no Retusei. Si elle vous a plu, laissez un pouce bleu et toujours apprécié. Après, je vous encourage aussi à partager cette vidéo. Ouais, c'est bien aussi de partager la vidéo. Sur ce, Nippon Banzai! Alors, comment on éteint ce truc? Merde, mauvais bouton.